Sous couverture, le propriétaire d'un établissement découvre une serveuse qui se cache pour manger les restes. Ce qui s'est passé ensuite est déchirant. Le tablier taché de graisse semblait déplacé sur le torse d'Ethan. 3 jours plus tôt, il était assis dans un fauteuil en cuir dont le prix dépassait le loyer mensuel de la plupart des gens. Maintenant, il se tenait les coudes plongés dans l'eau sale de l'évier du restaurant familial Martinez, filiale numéro 47, l'endroit le plus mal en point de l'empire de restauration de sa famille, qui comptait 200 établissements. Le nouveau, les assiettes ne vont pas se laver toutes seules, aboya Kenny, le cuisinier de nuit, en claquant une nouvelle pile de vaisselle sur le comptoir. Ethan hocha la tête, baissant les yeux. Personne ici ne savait qu'Eton Cole était en réalité Ethan Martinez, le fils de Richard Martinez, l'homme qui avait bâti cet empire à partir d'un simple food truck. Son père lui avait donné 1 mois pour travailler sous couverture, découvrir pourquoi la filiale 47 perdait de l'argent et prouver qu'il méritait sa place à la table des dirigeants. Pour l'instant, tout ce qu'il avait appris, c'est que faire la vaisselle abîmait les mains et que l'équipe de nuit sentait un mélange de café brûlé et d'espoir déçu. Il était 22h quand Ethan sortit le dernier sac poubelle par la porte arrière de la cuisine. Le froid de novembre mordait ses avant-bras mouillés alors qu'il jetait le sac dans la benne. Il s'apprêtait à rentrer quand il entendit un bruit. Le léger grincement de la porte du garde-manger qui menait de la cuisine au couloir arrière. Étrange, tout le monde était déjà parti. Il les avait vus sortir. La curiosité d'Ethan l'emporta sur sa fatigue. Il rentra doucement, se glissant devant l'évier. La cuisine était sombre, à l'exception de la veilleuse au-dessus du plan de travail. Il entendit un bruissement, comme du papier qu'on froisse. Il s'approcha. Ses baskets glissaient donc sans bruit sur le carrelage, et il jeta un œil derrière l'étagère industrielle qui séparait la cuisine du garde-manger. Ce qu'il vit le figea sur place. Une jeune femme était assise, recroquevillée sur une caisse de lait, retournée dans un coin, le dos au mur. Son uniforme de serveuse, un polo turquoise avec MIA brodé sur la poche, était froissé et taché par le service de la journée. Elle tenait dans ses mains la moitié d'un hamburger emballé dans du papier ciré. Elle mangeait vite, machinalement, les yeux fixés au sol. Ethan la reconnut. Mia. La silencieuse, celle qui prenait toujours les pires tables et ne se plaignait jamais quand les clients partaient sans laisser de pourboire. Elle lui avait servi du café 2 fois, sans jamais le regarder dans les yeux. Elle termina le burger, plia soigneusement l'emballage et le mit dans un sac en plastique à côté d'elle. Puis, elle sortit un petit récipient avec des restes de frites, froides et molles. Elle les mangea toutes jusqu'à la dernière. Le cœur d'Ethan se serra. Il n'était pas dégoûté. Il était bouleversé. Ce n'était pas une voleuse qui chapardait de la nourriture pour le plaisir. C'était une personne qui avait besoin de manger. Mia se leva, se déplaçant avec une prudence silencieuse, comme quelqu'un habitué à ne pas se faire remarquer. Elle prit son sac de nourriture. Il y avait d'autres récipients dedans. Ethan comprit et sortit doucement par la porte de derrière. La porte se referma sans bruit derrière elle. Ethan resta longtemps dans le noir. Son esprit tournait à plein régime. Il était venu ici en s'attendant à trouver des employés paresseux ou des managers corrompus. Au lieu de cela, il avait trouvé quelque chose de bien plus complexe. Une véritable lutte humaine, juste sous le nez de son entreprise. Le lendemain matin, Ethan arriva pour son service avec une demi-heure d'avance. Il n'avait presque pas dormi. L'image de Mia, recroquevillée, était gravée dans sa mémoire. Il trouva Greg, le gérant de la filiale, dans son bureau, une pièce exiguë qui sentait les boissons énergisantes et la frustration. « Bonjour Ethan, dit Greg sans lever les yeux de son ordinateur. Tu es en avance, ne compte pas sur des heures supplémentaires. » « Je voulais juste être prêt, répondit Ethan en s'appuyant contre le montant de la porte. Dites, est-ce qu'on a encore les repas gratuits pour le personnel ? Greg laissa échapper un grognement. Le siège a supprimé ce programme il y a 6 mois. Mesure d'économie. Maintenant, les employés ont 20% de réduction s'ils veulent acheter à manger. Pourquoi ? Simple curiosité. Ne t'avise de rien. On a eu des problèmes de vol de nourriture. Greg leva enfin les yeux. Son regard devint dur. On installe de nouvelles caméras la semaine prochaine. Quiconque est pris à voler, licenciement immédiat, sans préavis, sans exception. Ethan sentit sa mâchoire se contracter, mais il garda un visage impassible. Compris, merci. Il quitta le bureau, l'esprit en ébullition. Le programme de repas du personnel avait été supprimé il y a 6 mois. C'est donc à ce moment-là que les problèmes avaient recommencé pour Mia. Pendant le service du déjeuner, Ethan observa son travail. Mia se déplaçait entre les tables comme un fantôme, efficace, poli, invisible. Quand une cliente lui cria dessus pour une erreur de boisson, elle s'excusa 3 fois et corrigea l'erreur sans se plaindre.
Quand une autre serveuse se porta pâle et que la salle fut en sous-effectif, Mia sauta sa pause pour prendre des tables supplémentaires. Personne ne la remercia, personne ne le remarqua même. « Elle est bizarre, hein ?» dit Danny, un des plongeurs, en apparaissant à côté d'Ethan. « Toujours sérieuse, elle ne traîne jamais avec personne. »« Peut-être qu'elle est juste concentrée sur son travail, » répondit Ethan. « Peut-être. Ou juste snob, je ne sais pas. Les gens sont différents. » Ethan se mordit la langue. Ce jugement facile était stupide. Mia n'était pas snob, elle survivait. Il y avait une différence. Mais ici, personne ne semblait s'en soucier. Ce soir-là, après la fermeture, Ethan sortit à nouveau les poubelles. Il se cacha dans l'ombre près de la benne, surveillant la porte arrière. À 22 heures précises, la porte s'ouvrit. Mia sortit avec son sac de nourriture et se dirigea rapidement vers l'arrêt de bus au bout de la rue. Ethan prit une décision. Il devait comprendre, découvrir toute la vérité avant que Greg n'installe les caméras et que le secret de Mia ne soit révélé à tous. Car à ce moment-là, la politique de l'entreprise prendrait le dessus. Et la politique se moque des raisons, elle ne s'appuie que sur des règles. Et Ethan sentait que ces règles étaient sur le point de briser une personne qui essayait simplement de survivre. Ethan commença à venir plus tôt et à rester plus tard. Il se persuadait que cela faisait partie de son enquête, mais la vérité était autre. Il cherchait des réponses sur Mia. Le mardi, il la vit céder sa pause de 15 minutes pour former un nouveau serveur qui n'arrêtait pas de se tromper dans les commandes. Elle lui montra 2 fois comment utiliser le système. Sa voix était patiente et calme, tandis que son propre déjeuner restait intact dans la salle de repos. Le mercredi, elle arrêta un jeune client qui essayait de courir dans la cuisine, soulevant l'enfant avec un léger rire. C'était le premier sourire de Mia qu'Ethan voyait. La mère leva à peine les yeux de son téléphone. Le jeudi, pendant le service du soir, une autre serveuse, Jessica, se plaignait bruyamment d'avoir mal aux pieds. « Mon Dieu, je meurs. Quelqu'un veut échanger sa section avec moi ?» Mia leva doucement la main. Cela faisait déjà 6 heures qu'elle travaillait sans pause. « Tu me sauves la vie !» s'exclama Jessica avant de filer dans la salle de repos pour faire défiler son téléphone. Plus tard, Ethan rejoignit Mia au distributeur de boissons, essayant de paraître décontracté. « Tu es Mia, c'est ça ?» Elle sursauta, détournant le regard. Ses yeux étaient fatigués, cernés de noir, des cernes que le maquillage ne pouvait cacher. « Oui, tu as besoin de quelque chose. » « Je voulais juste dire que tu fais du bon travail. J'ai remarqué que tu aidais tout le monde. » Une expression traversa son visage. D'abord la surprise, puis la méfiance, et enfin le masque neutre. « Je fais juste mon travail. »« C'est impressionnant, » fit Ethan en marquant une pause. « Tu travailles ici depuis combien de temps ?»« 2 ans, répondit-elle sèchement, sur la défensive. Elle prit un plateau de boisson et le dépassa. « Excuse-moi, la table 7 attend. » Elle était partie avant qu'il ait pu dire autre chose. Kenny, le cuisinier, apparut à côté de lui et secoua la tête. « Laisse tomber, mon pote. Elle ne parle à personne. Elle est comme ça depuis le premier jour. » Elle avait l'air normale, pourtant, remarqua prudemment Ethan. Normal, peut-être. Amical, jamais. Kenny baissa la voix. Honnêtement, beaucoup pensent qu'elle cache quelque chose. Toujours pressée après son service, elle ne vient jamais boire un verre. Très secrète. Ethan sentit une colère soudaine monter, mais il la réprima. Peut-être qu'elle tient juste à sa vie privée. Kenny haussa les épaules et retourna à son grill. Cette nuit-là, Ethan se posta à nouveau près du garde-manger. Comme une horloge, à 22 ans, la porte s'ouvrit. Mais cette fois, il remarqua quelque chose de nouveau. Elle ne prenait pas seulement de la nourriture, elle faisait le ménage. Après avoir mis les restes dans son sac, elle passa 10 minutes à essuyer des surfaces déjà propres, à ranger des choses qui n'avaient pas besoin de l'être, à vérifier que tout l'équipement était éteint. Elle travaillait avec une précision silencieuse, comme si elle gagnait la nourriture qu'elle prenait, comme pour se convaincre qu'elle ne volait pas. Quand elle partit, quelque chose se brisa dans la poitrine d'Ethan. Ce n'était pas du vol. C'était une lutte désespérée, masquée par la dignité. Le vendredi matin eut lieu la réunion du personnel qu'Ethan redoutait tant. Greg se tenait à l'avant de la salle de repos, les bras croisés, l'air sévère. « Bon, écoutez-moi bien, nous avons un sérieux problème. » Il appuya sur un bouton de la télécommande et une photo floue d'une caméra de surveillance apparut sur le petit téléviseur. Quelqu'un à nouveau près du garde-manger. Les stocks de nourriture ne correspondent plus depuis des mois. Quelqu'un vole. Des murmures parcoururent la salle. Ethan regarda Mia. Elle était assise dans un coin, pâle, les mains serrées sur ses genoux. « Le siège en a marre, » continua Greg. Ce week-end, ils installeront de nouvelles caméras haute définition. Dans la cuisine, le garde-manger, partout. Et voilà le topo. Quiconque sera pris à voler de la nourriture sera immédiatement licencié, sans préavis ni excuse.
Et la réduction pour les employés ? Demanda quelqu'un. Elle est toujours valable, répondit Greg. 20% si vous voulez acheter à manger avant ou après votre service. Mais prendre de la nourriture sans payer, c'est du vol. C'est simple et clair. Ethan vit Mia déglutir difficilement, sa gorge bougeant comme si elle avalait une pierre. Ses jointures étaient en blanche. « Je ne plaisante pas, les gars, dit Greg. C'est votre dernier avertissement. La semaine prochaine, les caméras tourneront en direct. Et après ça, si vous volez, vous êtes virés. » La réunion prit fin. Tout le monde se dispersa. Mia fut la première à sortir et se dirigea rapidement vers les toilettes. Ethan entendit 2 serveuses plus âgées chuchoter dans son dos. « Je parie que c'est elle, dit l'une. Elle traîne toujours après la fermeture. Elle doit rapporter des sacs entiers de bouffe chez elle. » Certaines personnes n'ont aucune conscience. Elles rirent, inconscientes de la cruauté de leurs paroles. Les mains d'Ethan se serrèrent en poing. Il lui restait 72 heures avant l'activation des caméras. 72 heures pour découvrir la vérité et décider quoi en faire. Car une chose était claire maintenant. Le temps était compté pour Mia, tout comme pour lui. Le samedi soir fut chaotique. Un groupe d'anniversaire de 30 personnes arriva sans réservation. 2 serveurs se portèrent dans malade et la cuisine tomba soudainement à court de bacon. Au milieu du service, Ethan faisait la vaisselle jusqu'à avoir des ampoules aux doigts, observant la panique contrôlée qui se déroulait autour de lui. Au milieu de tout cela, Mia se déplaçait comme une machine. Elle prit en charge la table d'anniversaire bruyante et exigeante sans se plaindre. Quand un des enfants renversa un milkshake entier sur le sol, elle nettoya le désordre avec le sourire. Quand la mère de l'enfant fêtant son anniversaire essaya d'utiliser un coupon périmé et commença à se disputer, Mia appela calmement Greg au lieu d'entrer dans le conflit. Mais Ethan remarqua autre chose. Elle ne mangeait pas. Elle ne prenait même pas la nourriture à prix réduit que le personnel pouvait acheter. Pendant sa courte pause, elle but de l'eau et regarda son téléphone avec une expression d'inquiétude gravée sur le visage. À 22h, quand le dernier client fut enfin parti, Greg rassembla tout le monde dans la cuisine. Il leva son téléphone, montrant une photo de piles de boîtes près de la porte arrière. « Demain matin, l'équipe d'installation des caméras arrive, » annonça-t-il. « Je veux que tout le monde comprenne ce qui est en jeu. Le siège n'installe pas ces caméras seulement pour l'inventaire. Ils préparent un dossier. S'ils trouvent un vol systématique, ils vont nous auditer tous. Cela signifie vérifier les réductions des employés, les achats dans la salle de repos, tout. » Il marqua une pause, balayant la pièce du regard. Son regard s'attarda sur Mia un peu trop longtemps. « Je gère cet endroit depuis 8 ans. Je n'ai encore jamais licencié personne pour vol. Ne me forcez pas à commencer maintenant. » Sa voix s'adoucit. « Écoutez, je comprends, les temps sont durs, mais il y a des ressources. Les banques alimentaires, les programmes sociaux. Voler son employeur n'est pas la solution. Ça ne fait qu'empirer les choses. » Le discours était répété, compatissant en surface mais menaçant en profondeur. Tout le monde se dispersa. Ethan resta, prétendant finir son travail. Il entendit Greg parler au téléphone dans son bureau. « Oui, monsieur, je leur ai donné le dernier avertissement. »« Je comprends, mais certains de ces employés travaillent pour nous depuis des années. »« Non, je suis d'accord. Une règle est une règle. »« Oui, monsieur Martinez, je m'en occupe. » L'estomac d'Ethan se noua. Son père était personnellement impliqué. Ce n'était plus un problème de filiale. Cela devenait un exemple pour l'entreprise. 1 heure plus tard, Ethan était assis dans sa voiture en face du restaurant, en plein débat intérieur. Ce qu'il s'apprêtait à faire dépassait les bornes. C'était une intrusion dans la vie privée. Peut-être même bizarre. Certainement pas ce qu'un dirigeant sous couverture devrait faire. Mais il ne pouvait pas chasser de son esprit l'image du visage pâle de Mia lors de la réunion, ni la façon dont ses mains tremblaient quand Greg avait mentionné les caméras. À 23 ans, elle sortit par la porte arrière, un sac de provisions à la main, et se dirigea rapidement vers l'arrêt de bus, les épaules voûtées par le froid. Ethan attendit qu'elle monte dans le bus, puis il la suivit en voiture, en gardant ses distances pour ne pas éveiller les soupçons. Le bus traversa le centre-ville, puis s'enfonça dans des quartiers de plus en plus défavorisés. Les lampadaires se firent rares. Les magasins aux vitrines placardées remplacèrent les cafés branchés. 40 minutes plus tard, le bus s'arrêta devant un immeuble d'habitation délabré. Mia descendit, serrant fort son sac. Ethan se gara à un demi-pâté de maison et la regarda monter l'escalier extérieur jusqu'au 3e étage. Elle s'arrêta devant l'appartement 3C. Avant qu'elle ait pu sortir ses clés, la porte s'ouvrit brusquement. 2 enfants sortirent, un garçon d'environ 8 ans et une fille d'environ 6 ans. Ils se précipitèrent pour serrer Mia par la taille, la faisant presque tomber. Même de loin, Ethan entendit leur voix joyeuse. « Mia, Mia, tu as apporté à manger. On a si faim. Madame Shin n'avait que des crackers aujourd'hui. »
Toute l'attitude de Mia changea. La serveuse fatiguée et fermée avait disparu. Une femme chaleureuse et vivante apparut. Elle rit franchement et fit rentrer les enfants à l'intérieur. À travers la porte entr'ouverte, Ethan aperçut l'intérieur de l'appartement. Des murs nus, un canapé affaissé, une table en carton avec des chaises dépareillées, une télévision, un vieux modèle Cube que les gens jetaient il y a 10 ans. Mia déballa le sac sur la table, partageant les récipients de nourriture entre les enfants. Le garçon eut les restes de burger, la fille les frites et la moitié d'un sandwich. Mia ne prit rien pour elle. Les enfants mangeaient comme s'ils n'avaient pas vu de nourriture depuis des jours. Et c'était peut-être le cas. Ethan resta assis dans sa voiture, les mains agrippées au volant, observant la scène. Tout prit soudain un sens terrible. Le secret, la fatigue. Elle travaillait jusqu'à l'épuisement, sans se plaindre. Elle ne se nourrissait pas elle-même, elle les nourrissait eux. À la porte de l'appartement voisin, une femme asiatique âgée en robe de chambre apparut. Elle dit quelque chose à Mia, qui hocha la tête avec reconnaissance et sourit. La femme lui tendit ce qui semblait être un petit sac de provisions. Le soutien de la communauté, ce qui émerge lorsque les systèmes échouent et que les gens prennent le relais pour s'entraider à survivre. Le téléphone d'Ethan vibra. Un message de son père, des nouvelles de la filiale 47. Il regarda l'écran puis la fenêtre de l'appartement où Mia aidait maintenant la petite fille à faire ses devoirs. Pour la première fois de sa vie, Ethan ne savait pas quoi répondre à son père. Le dimanche matin, Ethan fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il mentit effrontément à son père. « Les problèmes de la filiale 47 sont opérationnels », écrivit-il dans un rapport par email. « Le moral du personnel est bas, la direction est déconnectée de l'équipe. Les systèmes d'inventaire sont obsolètes. J'ai besoin de 2 semaines supplémentaires pour préparer une analyse complète. » Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Les caméras furent installées le jour même. 2 techniciens passèrent 4 heures à fixer les petites caméras dôme noir dans la cuisine, le garde-manger et les couloirs arrière. Greg observait, satisfait, tandis que le reste du personnel était nerveux. Mia appela pour dire qu'elle était malade. « C'est la première fois en 2 ans, dit Kenny à Ethan en secouant la tête. Étrange coïncidence, non ? Juste au moment où les caméras sont installées. Ethan ne dit rien, mais son estomac se serra. Elle savait, bien sûr qu'elle savait, et maintenant elle était piégée. Arrêter de prendre de la nourriture et regarder son frère et sa sœur mourir de faim, ou continuer et se faire prendre par la caméra. Le lundi, Mia revint au travail. Elle avait encore plus mauvaise mine. Les ombres sous ses yeux s'étaient creusées, ses mouvements étaient plus lents. Pendant son service, elle fit tomber un plateau de verre. Le verre se brisa sur le sol et elle resta figée, regardant les éclats comme si c'était la fin du monde. « Pardon, je paierai, vraiment. »« Pardon, murmura-t-elle. »« Contente-toi de nettoyer, dit Greg agacé, et sois plus prudente. » Ethan l'aida à ramasser le verre. De près, il remarqua comment sa main tremblait. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Tout va bien, répondit-elle, mais sa voix se brisa. Ce soir-là, elle n'alla pas au garde-manger, pointa sa sortie à 23 ans précise et sortit par la porte d'entrée. Ethan regarda les enregistrements des caméras. Greg avait montré à tout le monde comment les utiliser, une manœuvre évidente pour rappeler qu'ils étaient désormais tous surveillés. Le garde-manger resta vide, les restes de nourriture intacts. Le mardi, la même chose se reproduisit et le mercredi aussi. Le jeudi, Ethan n'en pouvait plus. Dans l'après-midi, il trouva Mia en train de remplir les distributeurs de serviettes dans la salle. « Il faut qu'on parle, dit-il. Juste 1 minute. »« Je travaille, répondit-elle, tendue. »« Je sais. Il baissa la voix. « Je vois que tu as du mal. Si tu as besoin d'aide... »« Je n'ai besoin de rien, le coupa-t-elle sèchement. Surtout pas de quelqu'un que je connais à peine. Mia, on est... Mon nom sur l'uniforme ne fait pas de nous des amis. » Elle attrapa une boîte et s'éloigna, laissant Ethan seul au milieu des tables vides. Il y était allé trop fort, il l'avait effrayé. Stupide. Le vendredi, ce qu'il redoutait arriva. Tout commença lorsque Greg convoqua une réunion d'urgence du personnel à 10 heures, avant le service du déjeuner. Inhabituel et inquiétant. Tout le monde se rassembla dans la salle de repos, confus et tendu. Greg se tenait près de la table avec son ordinateur portable, l'air sombre. « Je vais vous montrer quelque chose, dit-il. Et je veux que vous compreniez, ce n'est pas personnel, c'est la politique de l'entreprise. » Il tourna l'écran vers la salle. Sur la vidéo, un enregistrement de caméra de surveillance en noir et blanc, daté d'il y a 6 jours, avant l'installation des nouvelles caméras. Le dernier enregistrement de l'ancien système. Mia dans le garde-manger, mettant de la nourriture dans un sac. Un silence de mort s'installa dans la pièce. « Cet enregistrement a été découvert dans les archives, continua Greg. Je l'ai revu hier en passant aux nouvelles caméras.
Ce que vous voyez, c'est du vol, flagrant et enregistré. Le cœur d'Ethan se mit à battre plus vite. Il regarda Mia. Elle était assise, immobile, pâle comme un linge. « Mia, as-tu quelque chose à dire ?» demanda Greg. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « C'est un motif de licenciement, tu le comprends ?» articula-t-elle à peine. « Je peux expliquer. » « Expliquer quoi ? Que tu voles de la nourriture depuis des mois, voire des années ?» Greg secoua la tête. « J'ai prévenu tout le monde, je voulais être juste, mais ça... » Il montra l'écran. « C'est pour ça qu'on a des règles. » « C'était des restes, » dit soudainement Mia. Sa voix s'était raffermie. « De la nourriture qui allait être jetée de toute façon. Ce n'est pas à toi de décider. La propriété de l'entreprise reste sa propriété jusqu'à ce qu'elle soit dans la poubelle. Donc il vaut mieux la jeter que de la donner à quelqu'un qui a faim. La question n'est pas de savoir ce qui est le meilleur ou pire, mais de respecter les règles. » Les employés s'agitaient en un. Certains la regardaient avec sympathie, d'autres détournèrent les yeux. Jessica murmura quelque chose à son voisin. Tous deux ricanèrent. « J'ai 2 jeunes frères et sœurs, » dit Mia en se levant. Sa voix tremblait mais ne se brisa pas. « Ils ont 8 et 6 ans. Nos parents sont morts il y a 3 ans dans un accident de voiture. Je suis tout ce qui leur reste. Je travaille 50 heures par semaine et je n'arrive toujours pas à payer la nourriture après avoir payé le loyer et les factures. Oui, j'ai pris les restes, de la nourriture qui allait être jetée. Je ne regrette pas d'avoir nourri ma famille. » Un silence total s'installa à nouveau dans la pièce. L'expression de Greg s'adoucit un instant, puis redevint dure. « Je suis désolé pour ta situation, mais il ne peut y avoir d'exception. À partir de maintenant, tu es suspendu jusqu'à la fin de l'enquête. Le siège prendra la décision. » Stop. La voix venait de l'autre bout de la pièce. Tout le monde se retourna. Ethan s'avança. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il était temps de se révéler. « Stop !» répéta-t-il plus fort. Sa voix trancha l'air comme une lame. « Ça ne te regarde pas, Ethan, » dit Greg en fronçant les sourcils. « Mon nom n'est pas juste Ethan, » répondit-il en enlevant son tablier et en le jetant au sol. « Je suis Ethan Martinez. Richard Martinez est mon père. Je suis le propriétaire de ce restaurant. Ou plutôt de tous nos restaurants. » La pièce explosa en murmures. « Quoi ? Sérieusement ? Impossible. » Le visage de Greg pâlit, puis devint rouge. « Tu es le fils de Richard ? » « Oui, j'étais sous couverture depuis 2 semaines pour évaluer le fonctionnement de la filiale. Et vous savez ce que j'ai découvert ? Pas des employés paresseux, ni un réseau de voleurs. J'ai vu une entreprise qui a abandonné ses propres employés. » Il balaya la pièce du regard. « Il y a 6 mois, la direction a supprimé le programme de repas du personnel. Une décision de mon père. Les gens ont été placés dans une situation impossible. Vous voulez savoir pourquoi cette filiale s'effondre ? Ce n'est pas à cause des employés. C'est à cause des décisions de ceux qui n'ont jamais su ce que c'était que d'avoir faim. »« Alors tu nous espionnais ?» s'écria Jessica. « Oui, admit Ethan, et j'avais tort, mais pas à ce sujet. » Il pointa l'écran montrant Mia. Mia n'est pas une voleuse. C'est une personne que le système a laissé tomber. Un système conçu pour protéger les employés, pas pour les punir de survivre. « Une règle est une règle, dit Greg, mais sa voix tremblait. Alors appelons celui qui établit les règles. » Ethan sortit son téléphone et composa un numéro. Une sonnerie. 2. Ethan retentit une voix professionnelle. « Je suis en réunion. » « Mets le haut-parleur. C'est important. »« Bien. Tu es en ligne avec le conseil d'administration. » « Que se passe-t-il » La gorge d'Ethan se serra, mais il parla. « Je suis à la filiale numéro 47. Et il y a une situation que tu dois entendre personnellement. » Il regarda Mia. Elle le fixait avec de grands yeux. « Papa, j'ai devant moi une serveuse de 24 ans qui est sur le point d'être licenciée pour avoir pris de la nourriture destinée à la poubelle. De la nourriture avec laquelle elle nourrissait son frère et sa sœur orphelins, après que tu as supprimé le programme de repas du personnel. » Silence. « Le nom de l'employé » demanda Richard Martinez. « Mia Torres » répondit Greg à contre-cœur. « Mademoiselle Torres. » La voix de Richard était égale. « Ce que mon fils a dit est vrai. Vous preniez vraiment de la nourriture jetée pour nourrir vos frères et sœurs ?» Mia regarda Ethan, puis le téléphone. « Oui, monsieur. Et depuis combien de temps cela dure-t-il ? » 6 mois, depuis que le programme de repas a été annulé. « Pourquoi n'avez-vous pas contacté les RH ? Nous avons des programmes de soutien. » Je l'ai fait. Une note d'acier apparut dans la voix de Mia. J'ai appelé 2 fois la ligne d'assistance. On m'a dit que je gagnais trop pour être aidé, mais pas assez pour vivre. On m'a conseillé de prendre un 2e emploi. Ethan regarda la logique d'entreprise de son père se heurter à la réalité. « Papa, dit-il doucement, elle travaille 50 heures par semaine, elle arrive tôt, part tard, ne se plaint jamais, aide les autres en sacrifiant son déjeuner.
et nous avons failli la licencier pour avoir mangé nos poubelles. » « Ce n'étaient pas des poubelles, » intervint Greg, « c'était la propriété de l'entreprise. »« De la nourriture que nous jetions, » répondit sèchement Ethan. « Ne te cache pas derrière les règles quand tu sais toi-même que ce n'est pas juste. » On entendit des voix étouffées du conseil à l'autre bout du fil. Puis son père dit « Mademoiselle Torres, vous n'êtes pas licenciée, ni même suspendue. Greg, classez cette affaire immédiatement. »« Oui, monsieur, » balbutia Greg. « Ethan, reste en ligne. Les autres, au travail. » Les employés se dispersèrent lentement, abasourdis. Mia s'attarda près de la porte, regardant Ethan avec un mélange de gratitude et d'amertume. « Merci, dit-elle sans un son, et elle partit. Greg la suivit, laissant Ethan seul dans la pièce vide avec le téléphone. « Coupe le haut-parleur, dit son père. « C'est fait. »« Mais à quoi diable pensais-tu ? » ?»« Je pensais que nous allions licencier une femme qui essayait juste de sauver sa famille. »« Tu as révélé ta couverture pour une seule employée ? » ?»« Oui. » Son père soupira lourdement. « Tu réalises ce qui se passe maintenant ? Tout le monde sait qui tu es. L'enquête est fichue. Les données sont inutiles. » « Elles étaient déjà inutiles, » répondit Ethan, « parce qu'elles ne reflétaient même pas ce qui compte vraiment. »« Et qu'est-ce qui compte ? Savoir si notre entreprise fait du mal aux gens ou si elle les aide. » Un long silence s'installa. « Rentre à la maison, » dit enfin Richard. « Nous devons avoir une discussion sérieuse sur ton avenir dans cette entreprise. » La communication fut coupée. Ethan resta dans la pièce vide, ayant peut-être perdu sa carrière, se demandant s'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie ou sa première bonne décision. Il ne rentra pas chez lui. Il retourna dans la cuisine où le service de la journée commençait. Tout le monde le dévisageait. Certains avec incrédulité, d'autres avec irritation. « Retournez au travail, dit-il doucement. S'il vous plaît. » Ils obéirent, mais l'atmosphère avait changé. Les chuchotements le suivaient sans partout où il allait. Kenny évitait son regard. Jessica lâcha, assez fort pour qu'il l'entende. « Ça doit être génial de jouer au prolo quand on peut tout se permettre. » Il ne la contredit pas. Elle avait raison. Mia travaillait en silence, redevenue un fantôme. Chaque fois qu'Ethan essayait de s'approcher, elle trouvait une excuse pour partir. À 15 ans, il abandonna. À 16 heures, son père appela. « Une voiture t'attend dehors. Sois au siège dans 1 heure. »« Papa, Dans 1 heure, Ethan. Ce n'est pas une demande. » La communication fut coupée. Le siège de la Martinez Corporation occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel du centre-ville. Ethan y avait grandi, assistant à des réunions du conseil, à la place de matchs de baseball, étudiant les marges bénéficiaires avant l'algèbre. Maintenant, en franchissant les portes en verre, il se sentait comme un étranger. L'assistante de son père, Margaret, l'accueillit dans le hall. « Ils vous attendent dans la salle de conférence. Et je vous préviens, il n'y a pas que votre père. »« Qui d'autre ? Tout le monde ? Parfait. » La salle de conférence était tout en verre et en acier, avec une vue sur la ville qui pourrait acheter la vie de quelqu'un. 12 personnes étaient assises autour de la table en marbre. Richard était au bout, le visage de pierre. « Assieds-toi, » dit-il en désignant la chaise vide en face de lui. « Allons droit au but, » commença la directrice financière Patricia Chin. « Tu as passé 2 semaines sous couverture, puis tu t'es révélé pour une seule employée. Une seule. Tu comprends l'image que ça donne ? » « L'image de la conscience, » répondit Ethan. « L'image de l'incapacité à prendre des décisions commerciales objectives, » rétorqua sèchement Patricia. « Nous t'avons envoyé évaluer l'efficacité, pas jouer les héros. » L'efficacité, Ethan se pencha en avant. La filiale 47 s'effondre parce que le moral est mort. Et le moral étant mort parce que nous avons coupé les programmes dont les gens dépendaient, et ensuite nous les avons traités de voleurs quand ils essayaient de survivre. Nous les avons coupés pour rester compétitifs, intervint Marcus Webb, le chef des opérations. Les moyennes des avantages sociaux du secteur ont baissé. Nous nous sommes juste alignés sur le marché. Ce sont ces mêmes standards du marché qui ont créé le problème, objecta Ethan. Calme-toi, Ethan, dit Richard tranquillement. C'est une réunion de travail. Ethan prit une profonde inspiration, essayant de se contenir. Mia Torres travaille pour nous 50 heures par semaine. Elle élève 2 orphelins avec $14 de l'heure. Après avoir payé le loyer et les factures, il lui reste environ $50 par semaine pour 3 personnes. Faites le calcul, c'est impossible. Qu'elle cherche un travail mieux payé, dit Patricia. Ce n'est pas notre responsabilité. Elle a 2 ans d'ancienneté. Elle est fiable, travailleuse, les clients l'adorent. Si nous payons si peu que notre employé ne peut pas survivre, qu'est-ce que cela dit de nous ? Que nous sommes une entreprise, pas une œuvre de charité, lança Marcus. Cela dit que nous ne gérons correctement ni l'un ni l'autre, répliqua Ethan. La filiale 47 a le taux de roulement le plus élevé de l'entreprise. Former de nouveaux employés coûte plus cher que de garder les anciens. Les chiffres ne mentent pas. Il y eut une pause. Patricia fronça les sourcils, ouvrant quelque chose sur sa tablette.
Richard s'éclaircit la gorge. Ethan, j'apprécie ta passion, mais la passion ne dirige pas une entreprise. Ce sont les données et la politique qui le font. Si nous faisons une exception pour une personne, où fixons-nous la limite ? Là où nous commençons à traiter les gens comme des êtres humains et non comme des lignes dans un rapport, répondit-il. Idéaliste, marmonna Patricia. Peut-être, dit Ethan. Mais ce qui n'est pas de l'idéalisme, c'est la réalité, le scandale, les réseaux sociaux. Une seule histoire sur le fait que nous licencions une femme parce qu'elle nourrissait des enfants orphelins avec notre nourriture jetée, et en 1 heure, elle devient virale. La réputation que nous avons mis 30 ans à construire, détruite en 1 journée. Vous voulez parler de coût ? Calculez celui-là. La pièce plongea dans le silence. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards. Richard joignit ses mains. « Alors que proposes-tu ? Rétablir le programme de repas du personnel dans tous les établissements et créer un véritable fonds d'aide aux employés en difficulté, pas une réponse automatique des RH qui dit aux gens qu'ils gagnent trop alors qu'ils meurent littéralement de faim. Sais-tu ce que cela coûterait ? Demanda Patricia. Moins cher qu'un procès quand quelqu'un s'évanouira d'épuisement pendant son service. Moins cher que le cauchemar de relations publiques quand cette histoire deviendra publique. Et beaucoup moins cher que notre fonds de bonus annuel pour les dirigeants. Cette dernière phrase résonna comme une bombe. Le visage de Marcus devint rouge. La mâchoire de Patricia se crispa, mais Richard, son père, faillit sourire. « Tu y as réfléchi. »« J'ai eu 2 longues semaines. » Richard se leva. « Que tout le monde sorte. Je dois parler à mon fils seul à seul. » Les membres du conseil sortirent en silence. Certains jetèrent des regards à Ethan par-dessus leur épaule. Curieux, évaluateurs, certains même approbateurs. Patricia sortit la dernière, s'arrêtant à la porte. « Il te ressemble plus que tu ne le penses, Richard, » dit-elle doucement avant de fermer la porte. Le père et le fils restèrent donc seuls dans l'immense salle de conférence. La ville s'étendait sous leurs pieds, indifférente à la tension qui régnait au 40e étage. « Tu réalises ce que tu as fait ?» demanda enfin Richard. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Il y avait pire, de la déception. « J'ai sauvé le travail de quelqu'un. Tu as sapé des mois de stratégie de réduction des coûts. Tu as révélé une surveillance d'entreprise. Tu as fait passer Greg pour un incompétent devant ses subordonnés. » Richard se leva et s'approcha de la fenêtre. « Tu m'as aussi forcé la main devant tout le conseil d'administration. Tu aurais préféré que je la laisse se faire licencier ? J'aurais préféré que tu fasses confiance au système. » Le système était défaillant, papa. Richard se tourna vers lui. « Les systèmes sont faits pour être défaillants, Ethan. C'est comme ça qu'on trouve les failles et qu'on les corrige. Mais on ne les corrige pas en les faisant exploser de l'intérieur. Tu documentes, tu analyses et tu présentes une solution par les canaux appropriés. Les canaux appropriés auraient pris des semaines. Mia n'avait pas des semaines. Et c'est ça le problème. » La voix de Richard devint plus dure. « Tu as pris une décision émotionnelle. Dans ce métier, les émotions font plus de mal aux gens que la politique ne le fera jamais. Tu penses avoir sauvé Mia ? Tu lui as mis une cible dans le dos. Chaque employé de cette filiale sait maintenant quelle est la raison pour laquelle le fils du propriétaire a révélé son identité. Tu penses qu'ils la traiteront de la même façon ? » Ces mots frappèrent Ethan comme de l'eau froide. Il n'y avait pas pensé, au ressentiment, à la jalousie, au commérage. « balbutia-t-il. « Tu as agi avec ton cœur, pas avec ta tête. C'est noble, c'est aussi naïf. » Richard s'assit en face de lui. « Mais tu n'avais pas entièrement tort. » Cet aveu choqua Ethan plus que n'importe quelle critique. Richard sortit une tablette et fit défiler quelques documents. « J'ai demandé à Margaret d'analyser les données que tu as mentionnées. La filiale 47 a le taux de roulement le plus élevé de l'entreprise, 140% par an. Les coûts de formation ont augmenté de 73% par rapport à l'année dernière. Les scores de satisfaction client ont chuté de 15 points et... » Il marqua une pause. « J'ai examiné le dossier de Mia en particulier. Présence parfaite jusqu'à cette semaine. 0 plainte de client. De nombreuses félicitations de son manager avant que Greg ne prenne le poste. Donc j'avais raison. Sur les symptômes, oui, sur la solution. » Richard secoua la tête. « C'est plus compliqué. Rétablir le programme de repas à l'échelle du réseau coûtera 12 millions de dollars par an. Le fonds d'aide que tu as proposé, entre 500 000 et 800 000 dollars supplémentaires selon la structure. On a dépensé 2 millions de dollars pour rénover ce bureau au dernier trimestre. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que l'un aide les employés et l'autre impressionne les clients ? » Richard posa la tablette. « Veux-tu vraiment faire ça ? Réparer le système ? Oui. Alors prouve-le. Pas par des gestes spectaculaires, mais par du vrai travail. » Il poussa un dossier sur la table. « C'est ta nouvelle mission. Tu as 4 semaines pour développer un programme de soutien aux employés durables. Établis un budget, constitue une équipe, crée des indicateurs de succès, présente-le au conseil. S'il l'approuve, tu le mettras en œuvre.
Et s'il refuse, alors tu apprendras qu'avoir raison ne suffit pas. Il faut être convaincant. Ethan ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des rapports financiers, des sondages d'employés, des benchmarks de l'industrie. Tout ce dont il avait besoin pour construire un dossier solide. « Et Mia ?» demanda-t-il. « Qu'en est-il d'elle ? Elle ne peut pas retourner à la filiale 47. Pas après ça. Les autres employés lui rendront la vie impossible. » « J'y ai pensé. Que proposes-tu ? » « La transférer au siège. Dans l'administration, les RH, quelque part où elle pourra utiliser son expérience sans en subir les conséquences. Elle est qualifiée pour ça. Elle a géré 2 enfants et un emploi à plein temps pendant 3 ans. Elle est surqualifiée. » Pour la première fois, Richard sourit. Un sourire léger mais sincère. « Tu apprends. Très bien qu'il en soit ainsi. Mais Ethan. »« Oui. Ce n'est pas de la charité. Si elle vient ici, elle travaille comme tout le monde. Pas de traitement de faveur, pas de pitié. Juste une opportunité. Compris ? Compris ? » Richard se leva et tendit la main. Ethan la serra, sentant le poids de ce à quoi il venait de consentir. « Ne me fais pas regretter de t'avoir donné cette chance, dit Richard. Je ne le ferai pas. » Ce soir-là, Ethan était assis dans son appartement, entouré de feuilles de calcul et de rapports. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « C'est Ethan Martinez ? » ?»« Oui. Qui est-ce ? » ?»« Mia. Kenny m'a donné ton numéro. Je ne sais pas si ce que tu as fait aujourd'hui était courageux ou stupide, mais merci. Je ne l'ai pas dit plus tôt. Mon frère et ma sœur voulaient aussi te remercier. Ils ne comprennent pas tout, mais ils savent que quelqu'un a aidé. » Ethan regarda longuement le message avant de répondre « Pas besoin de me remercier. Le système t'a laissé tomber. J'essaie de le réparer. En commençant par te proposer un travail au siège, si tu le veux. » Les 3 points apparurent, disparurent, puis réapparurent. « Je le veux. » « Bien. Commence lundi à 9h. Margaret aura tous les détails. » « Une question. »« Laquelle ? Pourquoi as-tu vraiment fait ça ? Risquer tout pour moi. » Ethan pensa à toutes les réponses d'entreprise polies qu'il aurait pu donner. Puis il écrivit la vérité. « Parce que je t'ai vu manger seul dans le noir, et j'ai réalisé que je n'avais jamais su ce que signifiait vraiment avoir faim. » 3 semaines plus tard, la filiale 47 avait changé. Pas physiquement. Les mêmes banquettes confortables, la même lumière vacillante au-dessus de la table neuve, la même odeur de graisse qui ne quittait jamais la cuisine. Mais quelque chose avait changé dans l'air, comme si tout le bâtiment expirait après avoir retenu son souffle pendant des années. Ethan se tenait dans la salle de repos récemment rénovée, regardant les employés faire la queue au nouveau comptoir de repas. Soupe chaude, sandwich frais, fruits. Rien d'extraordinaire, mais de la vraie nourriture, disponible pour tous ceux qui portaient à l'uniforme. « J'ai encore du mal à croire que c'est réel, » dit Kenny en prenant un sandwich à la dinde. « Je n'arrête pas de penser que quelqu'un va nous dire que c'était une erreur. »« Pas une erreur, » répondit Ethan. « Ça aurait dû être fait depuis longtemps. » Greg s'approcha, l'air hésitant. Il avait survécu de justesse à l'audit de l'entreprise et rendait désormais compte directement à Ethan. « Les nouveaux modules de formation sont prêts à être examinés et j'ai planifié des entretiens individuels avec chaque employé, comme vous l'avez demandé. Cette fois, j'écoute vraiment, je ne me contente pas de réciter les règles. » « Bien. Comment les gens s'adaptent ? » ?»« Mieux que prévu. Jessica s'est même excusée, enfin vous savez, pour son comportement. » Ethan savait. Au début, les commérages avaient été méchants. Le transfert de Mia au siège avait provoqué rumeurs et ressentiments. Mais lorsque le programme de repas était revenu, lorsque le fonds d'aide avait été annoncé, lorsque les employés avaient compris que les changements étaient un réel et permanent, le ton avait changé. Il s'avéra que les gens étaient moins en colère quand ils n'avaient pas faim. Au siège, Ethan trouva Mia à son nouveau bureau au département des ressources humaines. Elle était au téléphone. Sa voix était patiente et professionnelle. « Oui, monsieur. La demande au fonds d'aide est confidentielle. » « C'est exact. Vous aurez une réponse dans les 5 jours ouvrables. » « Oui, nous avons aidé plusieurs employés avec les frais de garde d'enfants. Je vous en prie. » Elle raccrocha et remarqua Ethan. « C'était le 4e appel aujourd'hui. L'information circule vite. »« Bien, c'est fait pour ça. » Il posa un dossier. « Ton évaluation de 3 semaines. Officiellement, tu dépasses les attentes. Officieusement, mon père veut savoir si tu serais intéressé par la gestion des programmes. » Les yeux de Mia s'agrandirent. « Gérer quoi ? » Le programme de soutien aux employés. Aider à développer la politique, examiner les demandes, former les autres divisions à sa mise en œuvre. C'est un vrai poste, avec un vrai salaire. 52 000 $ pour commencer. Elle resta silencieuse un long moment. C'est plus du double de ce que je gagnais avant. C'est ce que vaut ce poste. Tu vas aider des centaines d'employés. Ça a de la valeur. Ethan, hésita-t-elle.
Pourquoi fais-tu tout ça? Vraiment? Honnêtement, elle attira une chaise et s'assit en face d'elle, parce que j'ai grandi en pensant que les affaires n'étaient que des chiffres dans un tableau. Revenus, coûts, marge. Mon père m'a appris à voir l'entreprise comme une machine. Tu optimises les pièces, tu maximises l'efficacité, tu minimises les déchets. Et maintenant, je sais que les pièces sont des gens et que les gens ne sont pas des machines. Ils craquent, ils luttent, ils font des choix impossibles entre nourrir leur famille et suivre les règles. Il croisa son regard. Je t'ai vu dans ce garde-manger. J'ai enfin compris ce que cela signifie quand la politique fait du mal au lieu d'aider. Je ne pouvais plus l'ignorer. Mia sourit sincèrement. Pas le sourire de service client qu'elle portait au restaurant. Mon frère et ma sœur n'arrêtent pas de demander de tes nouvelles. Carlos, c'est mon frère, il veut devenir un héros des affaires quand il sera grand. J'ai essayé de lui expliquer que tu n'es qu'un type normal, mais il ne me croit pas. Je suis très certainement un type normal. Je fais des erreurs tout le temps. Demande à n'importe qui au conseil d'administration. Mais tu as essayé. C'est plus que ce que font la plupart des gens. 2 mois après l'incident de la filiale 47, Ethan présenta l'initiative complète de bien-être des employés au conseil d'administration. Programme de repas, fonds d'aide, ressources pour la santé mentale, aide à la garde d'enfants. Le tout étayé par des données montrant une réduction du roulement, une amélioration de la satisfaction client et, oui, de meilleurs résultats financiers. Patricia Shin, la directrice financière sceptique, fut la première à parler quand il eut terminé. Je l'admets, je pensais que c'était de l'idéalisme naïf, mais les chiffres ne mentent pas. Le taux de roulement à la filiale 47 a baissé de 64% en 2 mois. C'est vraiment remarquable. Marcus Webb hocha la tête. 3 autres divisions demandent déjà des programmes similaires. Les employés réagissent. Richard s'adosse à sa chaise, étudiant son fils. Je propose d'approuver l'initiative de bien-être des employés pour l'ensemble du réseau. Je seconde. Qui est pour? Toutes les mains se levèrent. Ethan sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Un soulagement, de la fierté, de l'espoir. 6 mois plus tard, Ethan visita la filiale 47 à l'improviste, pas sous couverture. Cette fois, tout le monde savait qui il était. Ils l'accueillirent chaleureusement, sans crainte ni méfiance. Il trouva Kenny en cuisine, en train de former un nouvel employé. « Hé patron, tu viens encore nous espionner? Je viens juste voir comment ça se passe. Honnêtement, mieux que jamais depuis des années. On a enfin le personnel qu'il faut. Les gens veulent travailler ici, sourit Kenny. Bizarre, non? Dans la salle à manger, des familles mangeaient ensemble. Une mère nourrissait son bambin pendant que son père âgé riait de quelque chose sur son téléphone. Un couple d'adolescents partageait des frites, indifférents au monde. Des gens ordinaires vivant des vies ordinaires. Ensemble, dans une entreprise qui les traitait enfin avec dignité. Le téléphone d'Ethan vibra. Un message de Mia qui dirigeait désormais le département RH pour toute l'entreprise. Extrait du Devoir de Carlos. Mon héros est Ethan Martinez parce qu'il a prouvé que les affaires peuvent se soucier des gens, pas seulement de l'argent. Quand je serai grand, je veux rendre le monde meilleur comme lui. Pas de pression, hein. Ethan sourit, regardant autour du restaurant. Les banquettes usées, la lumière vacillante, l'odeur de café et d'espoir. Il était venu ici pour apprendre les affaires. À la place Yamvet, il avait appris à connaître les gens. Et cela avait tout changé.